Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre fidélité. Je sais que vous avez renoncé à regarder toute autre chaîne, je le répète, parce que, évidemment, ceux d'en face persistent et signent, mais ne vous inquiétez pas, nous les aurons. Je plaisante, je retire tout ce que je viens de dire, en totale confraternité. Merci de votre soutien, en tout cas. On prend les mêmes, presque, et on recommence. Nos invités ce soir sont les suivants. Nos chroniqueurs préférés, en commençant par les dames, bien évidemment. Francette, merci d'être revenue. Bonsoir Eddy, bonsoir à chacune et à chacun. Ravi d'être là, toujours. Bien sûr, je sais que vous avez essayé d'être retenu en Guadeloupe, mais vous êtes revenu. Bravo. Frédéric, ce soir, vous n'allez pas déraper. Eddy, je ne peux rien vous promettre. Ça nous met tout de suite en attente. Olivier, je sais que de temps en temps, on vous oublie, mais moi, je sais que vous devez être là. Donc, bienvenue ce soir. Merci, bonsoir Eddy et bonsoir la Martinique. Emmanuel, bonsoir, merci Eddy. beaucoup d'être là. Avec plaisir. J'espère que vous serez satisfait des choix de la rédaction. Rappelons ça quand même, la rédaction choisit les sujets. Ces sujets sont extraits des journaux télévisés et donc ont été traités, mais l'un des sujets est choisi par les téléspectateurs. On vous dira après lequel. Ce soir, nous allons traiter de sujets un peu ardus. C'est parti avec le premier concernant une série de viols qui ont été commis par un naturopathe. En tout cas, la justice en a décidé ainsi. Sujet difficile, mais sujet. Cette plaignante présente à l'audience d'aujourd'hui pour raconter leur calvaire à la barre. Elle confronte un naturopathe accusé d'agression sexuelle. Ce dernier, lorsqu'il est interrogé, nie totalement les faits. « Je conteste absolument et totalement », dira-t-il. « Je ne comprends pas, je conteste tous les faits. » Voici les mots de Jean-Claude Aknin, interrogé à plusieurs reprises sur la nature de ses relations avec ses clientes et stagiaires. L'ancien naturopathe aurait profité de sa fonction pour caresser les seins et parties intimes des jeunes femmes. 7 d'entre elles l'accusent d'agression sexuelle. Certaines sont en larmes à la barre et espéraient tourner la page avec ce procès. En fait, c'est très difficile pour elle puisque elle s'attendait, après toute cette procédure, la plainte a été déposée en 2020, ça va bientôt faire 6 ans, à des excuses, des regrets, qu'ils disent qu'il n'aurait pas dû faire ça, mais il n'y a pas eu ça. En fait, elles ont le sentiment qu'on les traite de menteuses finalement. Donc c'est très très difficile pour elles d'avoir ce retour aujourd'hui. Et c'est un individu très hésitant qui répond aux questions, notamment celles concernant la notion de consentement. Le prévenu affirme avoir toujours manipulé les femmes de passage dans son cabinet avec une certaine déontologie. Une version mise à mal par tous les témoignages qui se sont succédés. L'affaire avait été révélée il y a quelques années de cela sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a vraiment eu un nom, ou qui a un nom en Martinique, qui a été vraiment la personne à aller voir en fait. Et il a cette image-là, il sait qu'il a cette image. Beaucoup de personnes le voyaient, l'appelaient même docteur Aknin finalement, tellement on a le sentiment que c'est la personne qui pourra régler tous les maux. Donc pour lui, reconnaître les faits, avouer qu'il a fait ça, c'est vraiment perdre ce statut et je pense pas que ce soit possible en fait. En fin de journée, le parquet réclame 5 ans de réclusion à l'encontre du naturopathe. L'homme de 82 ans devrait aussi être renvoyé devant une autre juridiction pour de viols présumés. Très bien, bon, on vous avait prévenu, mais ça, évidemment, ce type d'agression fait partie de notre histoire, de notre actualité, presque quotidienne. Et on peut se poser la question, Frédéric, jusqu'où? Jusqu'à quand? Sauf si un certain nombre de personnalités, un certain nombre d'organismes s'y mettent vraiment, à la fois pour dénoncer et surtout pour punir. Oui, vous le dites, le viol, c'est partout, mais c'est aussi tout particulièrement inhérent à notre histoire. On ne peut pas le dénier. À notre histoire, on va la nommer notre histoire coloniale. Bon. Et puis, il y a aussi la figure masculine et puis le viol de l'autorité, le statut. Donc, jusqu'où ça va aller? J'ai une petite nouvelle pour les violeurs français et martiniquais par conséquent. C'est que là, le viol était défini comme tout acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise,
On a un nouveau texte qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Il vaut mieux les informer, peut-être que ça servira de menace potentielle. Je profite, et puis informer aussi les victimes, parce que finalement la notion de viol, à date, est en train de s'élargir, puisque aujourd'hui le viol et les agressions sexuelles seraient désormais tout acte sexuel, je dis bien tout acte sexuel non consenti. Il y avait cette sorte de zone grise, cette sorte de zone un peu ténue. Elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui. Je ne l'ai pas pénétré. Je ne l'ai pas. Voilà. Ça, c'est fini. Elle, hommes comme femmes, sont violés. Attention, mais. Bon, 95%. Oui, mais les hommes aussi peuvent être violés, chérie. Les hommes aussi. Bon. Et donc là, le consentement est précisé comme devant être, je voudrais être clair, libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable. Ouais. Donc là, on a une navette de validation à l'Assemblée nationale, donc c'est une des deux chambres qui valide. Nous sommes au moment où je vous parle à 48 heures de la validation du Sénat actuellement pour valider cela. Je peux vous dire que, comme l'expliquent les juristes, la définition, si elle ne permettait pas de couvrir la totalité des cas et laissait une certaine forme d'impunité, aujourd'hui, je préfère le préciser, sans absence d'accord libre, tout acte sexuel non consenti sera réprimé vraisemblablement, excepté le Rassemblement national et quelques députés de l'UDR ciotiste, bon, il faut le dire, qui ont un conservatisme c'est plus qu'un conservatisme, masculiniste, dirais-je. Eh bien, on va se retrouver très, très probablement sur une validation de cette nouvelle loi. Je l'appelle de mes voeux d'ailleurs. Et ça va considérablement changer la situation. Donc, je préfère prévenir à ce sujet nos violeurs potentiels et actuels. Alors, je disais que c'est dans l'actualité, j'aurais dû préciser quotidienne. Hier, il semblerait qu'il y ait eu un viol au Robert et que l'agresseur ait jeté un billet de 10 € au visage de sa victime. On va de plus en plus loin. Francette, ça vous énerve particulièrement. C'est un sujet que vous avez déjà traité. Et là, ça ne s'arrête pas. Ben en fait, comme l'a dit mon ami chéri, on est face à cette problématique du patriarcat, ce système patriarcal qui considère que le corps de la femme, de la petite fille, voire du bébé, ça peut être pris, violé, manipulé, comme on veut, en toute impunité. La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi il y a une omerta aussi lourde sur ces questions-là? Parce que, vous avez vu, alors omerta et puis une espèce d'attentisme à peu près structurel, on l'a vu au niveau national, mais même au niveau local, des enquêteurs, de la justice. Vous avez vu combien de temps ça a pris? 6 années. 6 années pour que, enfin, un procès se tienne, alors que les faits sont là, que cette personne a agi pendant 30 ans. Donc, les 7 personnes, ce sont celles pour lesquelles le procès était encore... Il n'y a pas eu de prescription. Il n'y a pas eu de prescription. Mais vous imaginez le nombre de personnes que ça a dû concerner? Et là, moi, mon espoir, c'est que, effectivement, avec ces textes de loi qui clarifient de plus en plus les choses, avec ces affaires qui sortent enfin, parce qu'on aurait dit qu'on est dans un train, là, il y en a plein qui sont en train de sortir. M. Sarkozy en fait partie. Et donc, j'ai cet espoir fou que ça va commencer à changer. Mais effectivement, c'est dès l'éducation des garçons et des filles. Par exemple, quand je vois comment aujourd'hui, dans certains clips, dans certaines parties de notre société, les filles sont dans des positions qui ne sont pas très valorisantes, on est à une frontière ténue qui rappelle de mauvaises choses, quoi. Donc c'est en ça qu'il y a l'avancée du droit, mais il y a l'avancée des mentalités et qui doit être fondamentale, ça. Et là, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. Alors, des fois, je me demande, est-ce que les personnes qui font certains clips, est-ce que ça leur plairait de voir leur enfant, leur fille chérie dans les positions qu'on voit? Vous aurez noté que les gens dont vous parlez qui font des clips, il y a aussi et de plus en plus de femmes. Non, mais on est d'accord, mais n'empêche que je me dis, vers où on veut aller? Parce que la problématique, c'est qu'on peut avoir des textes de loi. Alors, il paraît que c'est la liberté. Mais à quel moment la frontière est tellement ténue? À quel moment il y a un passage à l'acte et puis après, ah non, je n'étais pas consentant. Donc, voilà, on est dans quelque chose qui fait qu'effectivement, la parole se libère, mais en même temps,
on nous entraîne, garçons comme filles, dans des situations qui sont très borderline. Donc à un moment, il faut revenir à 2-3 valeurs, quoi. Et j'ai bien envie d'interroger mon ami Emmanuel sur l'identité de celui qui, ou de celle qui va remettre les valeurs au centre de la table. Alors, là, je n'ai pas la réponse immédiate, mais moi, ce que ça m'inspire, cette histoire, c'est, bon, au-delà de tout ce qui a été dit et que j'approuve pleinement, c'est la nature du violeur, en l'occurrence. C'est intéressant de noter que, et on voit se répéter beaucoup de cas où le violeur a une autorité de compétence. C'est un notable, surtout. C'est un notable. Et donc, il y a cette respectabilité. Et à un moment donné, il y a une rupture de confiance parce qu'il a une fonction qui consiste à établir un lien de confiance avec sa clientèle. Et on trouve malheureusement trop de situations où cette autorité est mise au service de sa propre pulsion de viol. Et il y a de nombreux procès en cours au niveau national qui touchent des médecins, un certain nombre de professions, effectivement, qui sont théoriquement sacralisées. Et d'autant plus que là, alors le hasard fait qu'on est... Bon, c'est un naturopathe, donc c'est une médecine alternative à la médecine conventionnelle. Souvent, je ne dis pas que je ne jette pas l'opprobre sur les naturopathes, mais souvent dans ces médecines traditionnelles, il y a des risques de dérive où le charisme remplace la compétence. Il y a aussi cette vérité. Donc, et ça dit aussi quelque chose où on a quand même des comportements qui cherchent des solutions alternatives et qui se laissent prendre par des professionnels qui, en réalité, jouent de leur pouvoir psychologique et de leur charisme obtenu par la pratique, une pratique pseudo-scientifique vis-à-vis de leur clientèle. Juste, je rappelle, c'était un anesthésiste qui a quand même fait des choses pas très graves. Et c'était quand même un médecin. Donc, ce n'est pas que des non-professionnels. Il n'y a pas que les gourous naturopathes, entre guillemets, qui s'adonnent à ce genre de pratique. Olivier, que fait la police ? Elle fait son travail. Hein. Elle fait son travail. Non, elle fait son travail, mais au-delà de ça, et je vais vous faire une confession, j'ai été soigné par M. Aknin. Ma femme a été soignée, ma fille a été soignée, mes belles-sœurs, ma belle-mère a été soignée. Je connais beaucoup de gens qui ont été soignés par M. Aknin et qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Et beaucoup d'autres. Je veux dire ici ma solidarité avec les victimes. Et je crois à les victimes et vraiment je les encourage parce que c'est extrêmement difficile pour des victimes de venir affronter justement donc la police, donc le circuit judiciaire, c'est la double peine. Et elles ont beaucoup de courage. Et ça se fait donc de plus en plus. Parce que je pense qu'il y a 30-40 ans, on n'aurait pas entendu parler de ça. Parce qu'il n'y avait pas autant de médias, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Balance ton naturopathe. Bon. Ouais. Donc je pense qu'on est en progrès. Malheureusement, on progresse. On progresse. Heureusement, on progresse. Comment ? Heureusement. Oui, mais il faut le dire. Et il faut encourager les victimes à parler et à vraiment à communiquer. Et par ailleurs, j'ai dans mon entourage aussi des jeunes femmes aussi qui ont été victimes d'agressions sexuelles et de viols par des personnes ayant autorité. Donc je suis très, très, très sensible à cette question-là. Et je veux aussi dire à M. Aknin qu'il faut arrêter d'être dans le déni. Il faut avouer et présenter des excuses. Parce que c'est la seule voie de sortie. Parce que très clairement, vu le nombre de témoignages, moi j'ai l'intime conviction qu'il est coupable. Il est très clairement coupable. Alors, c'est pas à nous d'en juger, on est d'accord ? Ah oui, non, nous avons, j'ai la légitimité d'avoir un avis, bien sûr. Ah oui, je ne peux pas donner une décision qui sera exécutée. Mais pour moi, il est clairement coupable, quoi. Et il faut qu'il s'excuse, il faut qu'il présente des excuses. Et ça a été dit, parce que ça fait partie de la réparation des victimes. Et il faut être concentré sur les victimes. La question, il nous reste encore, parce que j'ai cette chronométrie, il nous reste encore 2 minutes. La vraie question, c'est, à partir du moment où on va soulever le couvercle, là, ce n'est pas une partie de la société martiniquaise qui risque d'être méchamment déstabilisée, parce qu'il y a des affaires qui naissent sur le plan business, mais sur ce plan-là, sur le plan des valeurs, il y en a énormément.
Donc, pourquoi croyez-vous que nous sommes dans cet état de déliquescence, quelque part, quand on regarde la société martiniquaise, entre autres, parce que ce n'est pas que nous? C'est justement parce qu'il y a trop de choses sous le canari et qu'il faut que ça... Non, nous ne sommes pas en déliquescence. Non, attends, regarde bien. Laisse-la aller jusqu'au bout, Olivier. Quand on regarde, moi j'observe dans les entreprises, s'il y a autant de burn-out, s'il y a autant de gens, voire des chefs d'entreprise qui ne vont pas bien, c'est bien parce qu'on est dans des organisations qui font mal aux êtres humains. Ce n'est pas juste comme ça parce qu'on a un problème économique, une crise économique. Non, c'est parce que les organisations ont un problème. Et tant qu'on ne va pas s'attaquer à ça, eh bien, on va continuer à être dans cette espèce de fuite en avant. Alors, ce qui est aussi répréhensible dans cette situation-là, c'est que c'est un soignant. Donc, c'est quelqu'un qui doit procurer du soin et qui doit... alors, il n'est pas médecin, il n'a pas de diplôme. Mais, en fait, il est soignant. Donc, la première, je dirais, prérogative d'un soignant, c'est de ne pas nuire à ses patients. Et c'est ça qui est vraiment condamnable. Alors, moi, je pense qu'on est... C'est vrai qu'on est dans un contexte toxique. Il y a des entreprises, des organisations... Déliquescence par toxique. Voilà, c'est ça. Il y a des environnements toxiques. On aboutit au même résultat. Voilà. Je voulais juste ajouter aussi qu'il serait temps aussi que maintenant, cette libération de la parole gagne le milieu politique. Parce que beaucoup de personnels politiques ayant autorité, justement, sur la carrière de femmes, généralement, aussi abusent de ce pouvoir-là aussi. Alors, mesdames victimes des abus d'hommes politiques, révoltez-vous, parlez, on vous soutiendra. C'est parti. On se souviendra que ça a commencé sur ce plateau. Absolument. Comme on est sur la liste des sujets sensibles, on va continuer. Je vous propose de découvrir ce qui se passe à Saint-Pierre. Alors évidemment, faire un focus sur Saint-Pierre, ce n'est pas forcément fair play, mais c'est peut-être l'illustration de ce qui se passe pour beaucoup de villes martiniquaises qui sont confrontées à des problématiques financières considérables. Olivier va nous dire, c'est normal. Mais bon, allons-y, sujet. Derrière les façades colorées de Saint-Pierre, les chiffres, eux, restent bien sombres. Depuis quelques jours, la Chambre régionale et territoriale des comptes publie plusieurs rapports. Parmi ces bilans concernant plusieurs villes du pays, l'une d'elles nous parle très vite. La commune du Nord y figure et affiche officiellement un déficit de 3,5 millions d'euros. Un chiffre colossal qui choque les quelques pierrotins rencontrés ce matin. Parce que 3,5 millions, c'est beaucoup. C'est énorme. Je savais que la ville de Saint-Pierre avait un déficit d'1 million, mais après 2 millions, là, c'est 3,5 millions. C'est vraiment, vraiment énorme. Il y a un déficit énorme. Ça, c'est... Par contre, je suis stupéfait de ça. Ah oui, papa, où tu sais qu'il y a un déficit là 3 millions. Une information que tout le monde n'avait pas, sauf à la mairie de Saint-Pierre. Christian Raffa assure de son côté que le déficit de la ville a été réduit de moitié depuis son arrivée à la mairie. Ils ont rajouté du déficit sur 2024, mais le budget que nous avons voté en avril est amélioré par la Chambre régionale des comptes. Donc nous n'avons rien à cacher, nous avons voté un budget en déséquilibre qui va être définitivement arrêté par le préfet. Et là, je veux insister sur le fait que la ville n'est pas sous tutelle. La notion de tutelle n'existe pas. La ville va avoir un budget qui va être arrêté par le préfet sur la base de l'avis de la Chambre régionale des comptes qui améliore le budget que nous avons voté en avril. Effectivement, la Cour des comptes a notifié un déséquilibre dans le budget primitif de 2025, adopté le 30 mai dernier. Selon Christian Raffa, rien n'est caché par la municipalité. Elle remobiliserait même ses équipes à des endroits marqués par la nécessité. En réalité, il y a près d'une trentaine de personnes à la Caisse des écoles qui ont été repositionnées à leur place avec un travail qui a été fait avec les représentants du personnel. Et puis nous avions un CCS où il n'y avait personne dedans. Donc les comptes de la Caisse des écoles et du CCS n'étaient pas sincères. Donc nous avons repositionné le personnel là où il devrait être, ce qui laisse apparaître à peu près une petite centaine de personnes pour la commune, et une commune qui est très complexe et très difficile à gérer. Saint-Pierre n'est d'ailleurs pas la seule commune dans le même cas de figure. Le prêcheur est également concerné par un rapport. La commune du Nord affiche aussi un déficit d'1 900 000 € sur l'année 2024. Bien, alors je le disais, on ne va peut-être pas faire un focus sur Saint-Pierre, c'est peut-être simplement l'illustration de la situation économique
de l'ensemble des collectivités locales. Je me suis laissé dire que dette bancaire, dette auprès des entreprises et des associations et des individus, plus déficit, tout le monde devrait être sous tutelle, Frédéric. Encore moi. C'est votre sujet préféré. Allons pas faire de focus sur une ville en particulier, on est d'accord? Non. Elle dit ça à la radio France. Non, on parle de Saint-Pierre. On va parler d'autres communes. Enfin, on va parler allons de essayer Saint-Pierre d'élargir un petit peu. Mais Voilà. bon, on parle de Saint-Pierre, on parle de Saint-Pierre. Pauvre maire de Saint-Pierre, je crois que c'est le 4e reportage. Bon. Oui, mais bon, déjà, le maire dit on n'est pas sous tutelle, on n'est pas sous tutelle. On va juste expliquer ce que c'est qu'un quorum. Ce n'est pas une tutelle, mais il y a quand même un appui financier et technique de l'État qui est présent, qui est en charge d'engagements concrets. On fait quand même appel à l'État. Et on sait... Et là, j'élargis, je plaisantais. On va parler de non, mais allons insister dessus. En échange de financement, on est d'accord. Absolument. C'est-à-dire que l'État arrive et il dit mon appui financier va être corroboré, bien évidemment, à des règles. Donc, si je donne de l'argent à une commune, en l'occurrence la commune de Saint-Pierre, en contrepartie, je vais effectivement faire non pas de l'intrusion, mais pouvoir avoir un regard plus poussé, plus analytique sur les comptes de la dite commune. Et il apparaît très clairement, selon ces 2 rapports récents de la Chambre régionale des comptes, alors ce n'est pas la nationale, c'est la régionale, un résultat en 2022 de 3 millions, un résultat de 2023 quand même redressé d'1,5 million, et un budget 2024 qui est jugé actuellement en déséquilibre. Effectivement, on a, comme d'habitude, pardon, ce n'est pas pour banaliser, mais c'est un fait, des charges salariales beaucoup trop importantes, beaucoup trop prééminentes par rapport à la norme pour une commune de 4500 habitants. Donc je comprends les sujets de CCAS, je comprends les sujets de restructuration, mais il n'empêche que le quorum estime qu'il y a trop de charges salariales. Donc il peut argumenter, M. Christian Raffa, M. le maire, le sujet c'est que le fait est que pour la norme étatique de charges salariales n'est pas respectée en l'occurrence. Il n'y a pas que la commune de Saint-Pierre, on va élargir, Fort-de-France, quorum signé en 2021, et puis le Saint-Esprit, le Gros-Morne, le Prêcheur, vous l'avez cité, sont mentionnés parmi les 12 communes ultramarines retenues dans le cadre du dispositif. Alors, bon, moi, mon intervention, elle n'est pas à charge aujourd'hui. Il faut expliquer quelque chose. Bien évidemment qu'il y a les charges salariales plus importantes en Martinique ou dans les Outre-mer en général. Il y a le coût de la vie chère, c'est ça, la vie chère, etc. Ça augmente sensiblement au moment des élections municipales, comme par hasard. Eddie, oui, ça augmente sensiblement, c'est d'ailleurs un sujet. Bon. Et puis on ne va pas non plus polémiquer autour des influences municipales, de vote, etc., sur ce caractère-là. Mais parlons du fond, et pas que de Saint-Pierre. Aujourd'hui, on a un tissu économique, un tissu d'entreprises, de grandes entreprises qui est extrêmement réduit. Et on se retrouve avec finalement des mairies, une sécurité de l'emploi qui est très séduisante d'ailleurs pour beaucoup de Martiniquais. Le fonctionnariat, c'est historique chez nous. On connaît les histoires, on connaît l'esclavage, on connaît le besoin de sécurité financière, notamment par l'État, par le fonctionnariat, pas que dans les mairies, également dans les collectivités, également parmi les professeurs. C'est l'État qui a donné l'exemple dans les années 60, exactement. Donc on ne peut pas revenir sur tout cela et ce n'est pas dédié à la commune de Saint-Pierre. Néanmoins, on a cette sorte d'horizon de fonctionnariat, puisque aujourd'hui, réussir, c'est rentrer dans une collectivité. Réussir, c'est rentrer dans une commune. C'est encore le cas? C'est partagé par les jeunes, ça? Parce que je pense que ça va l'être de moins en moins, parce que de moins en moins, on a beaucoup de jeunes qui partent de toute façon et qui ne sont pas du tout intéressés par cet horizon-là. Mais il faut le dire, on a véritablement une sorte de Graal, que ce soit dans les communes ou que ce soit dans les collectivités, de pouvoir travailler dans une collectivité, de vouloir travailler. On est sauvé d'une certaine façon. Donc, il ne faut pas oublier cela. Et aujourd'hui, comme on n'a pas nécessairement un tissu extrêmement développé qui donne un horizon, j'ai envie de dire, attractif à nos jeunes et à nos moins jeunes, je crois que les collectivités sont une valeur refuge et on se retrouve avec des charges salariales qui explosent du fait d'une non-proposition sur les termes que j'ai énoncés. Au-delà du fait que c'est aussi des électeurs, c'est ce que vous disiez, oui. Les salariés sont
évidemment très attirés par la protection que garantit, entre guillemets, le fonctionnariat, mais ça ne fonctionne plus, sans jeu de mots, aussi facilement. Et les 40%, il ne faut quand même pas les oublier. Olivier, ce qui arrive à la mairie de Saint-Pierre, est-ce que c'était prévisible? Alors, c'est d'autant plus prévisible que l'État se désengage. Et on sait bien que pour toutes les communes de Martinique, la dotation globale de fonctionnement, qui est une part importante du financement, donc qui est versée par l'État, diminue depuis plus d'une dizaine d'années. Donc les ressources se contractent. Merci, tonton Hollande. Tout à fait. Les ressources se contractent, les besoins sociaux explosent. Et dans une autre interview à un autre média, M. Rafa disait, mais si jamais je votais un budget en équilibre, et je le respectais, je n'aurais pas été élu en 2020. Parce que très clairement, il y a une demande sociale. Il y a une demande sociale qui est liée au contexte économique, à la structure du tissu économique. Et vous pensez que l'État ne prend pas en compte cette demande sociale ? Non seulement ça, mais en plus, la ville de Saint-Pierre a des besoins particuliers. C'est quand même une ville, c'est la première capitale de la Martinique, c'est la seule ville de Martinique qui a le label ville d'art et d'histoire. Et M. Rafa se démène comme un beau diable pour valoriser le patrimoine historique et culturel de Saint-Pierre. Je pense que c'est quelqu'un d'intègre aussi. Mais quand il dit qu'il n'est pas sous tutelle, quand même, quand le préfet, lors de la signature du quorum, dit... donc ça veut dire, par exemple, pas de remplacement des effectifs qui partent en retraite, une bonne tenue de la masse salariale qui ne doit pas augmenter mais bien diminuer, vendre des terrains, des bâtiments qui n'ont plus d'utilité, faire des économies dans le fonctionnement au quotidien. C'est du diktat, ça. Et donc ça, je suis désolé. Alors, et ce qui est dommage, c'est que dans un contexte où les élus demandent plus de responsabilités, c'est destructeur pour l'image des élus. Ouais. Et je pense que... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais je pense qu'à un moment, les élus doivent pouvoir parler aux citoyens en adultes, en disant, bon, les amis, c'est pas possible, pas arrêter l'argent. Donc, on va réduire au risque de ne pas être élu, mais il faut avoir, je pense, ils n'auront pas le choix. Parce que, alors, il faut quand même saluer le courage de monsieur... Rafa qui dit, moi, je ne masque rien, je vote mon budget en déséquilibre. Ce n'est pas le cas de plusieurs communes qui disent, voilà, super, mon budget en équilibre, et puis c'est la Chambre régionale des comptes qui dit, bon, et on va voir ça tout à l'heure avec le CMTVD, ouais. On est dans ce cas-là aussi. Donc, être maire, c'est difficile, et je pense que les citoyens aussi doivent changer, c'est-à-dire qu'ils doivent demander peut-être moins, et être conscient que les choses sont difficiles. Alors, demandez-moi, ça va être difficile parce qu'une part non négligeable du budget est consacrée au salaire des employés municipaux. Emmanuel, est-ce que Christian Rafa a raison d'être un rebelle, de dire non, de toute façon, je ne peux pas aller plus vite que la musique et le temps que vous me donnez et le diktat très dur de la Chambre régionale et celle du préfet ne peuvent pas me contraignent à aller vers plus de rigueur? Il y a deux sujets, en fait. Il y a la responsabilité d'un maire, malgré tout, à exploiter sa commune avec les contraintes de sa commune. Ça ne fait pas plaisir à entendre, mais c'est une réalité. Quand la Chambre régionale des comptes dit depuis plusieurs années qu'il faut réduire la masse salariale et que Christian Rafa dit « je ne la réduirai pas », c'est une décision qu'il prend. Mais c'est une décision qui aujourd'hui aboutit à la situation que l'on connaît. Parce qu'à un moment donné, la gestion d'une collectivité, comme pour une entreprise, c'est d'ajuster en fonction des moyens. Donc il est dans une équation compliquée. Ce n'est pas facile pour lui, mais et c'est une contrainte à laquelle, à un moment donné, on doit se plier parce qu'on ne peut pas non plus avoir comme solution le fait d'être en déficit chronique, puisque le vrai sujet, c'est de dire, au nom de l'amortisseur social, on maintient de l'emploi, mais cet emploi maintenu a des répercussions dramatiques sur les sources d'emploi réelles qui proviennent du privé et qui n'ont plus la capacité à rendre des services et donc à employer. Donc ça, c'est un problème important. Alors, on fait une petite pause sur ça, oui. Mais l'État ne donne pas le bon exemple. Parce qu'en matière d'embauche, en matière de déficit chronique,
Il n'y a pas mieux que l'État français. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'emploi ne sera plus servi par les collectivités publiques ni par l'État. Ça, c'est pas regardez autour de vous. Si vous voulez donner de l'emploi à vos enfants demain, il reste une seule voie, la dernière voie possible, c'est le privé. Emmanuel, j'ai regardé les chiffres sur l'embauche dans les collectivités publiques. Ça a encore augmenté de 1,5%. C'est pas un beau signal. Embauche, venez, on embauche. C'est un très mauvais signal qui obère les capacités des entreprises privées à embaucher. C'est ça qu'il faut comprendre, ce vase communicant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut remettre de la rigueur dans la gestion des collectivités. Et il faut entendre, moi je retiens ce qu'a dit Olivier quand même, s'agissant de Saint-Pierre, c'est que Saint-Pierre n'est pas une ville comme les autres quand même. Saint-Pierre doit assumer des charges qu'une commune de 4000 habitants n'a pas assumées. Et là, ça pose le problème. Il faut savoir que Saint-Pierre, la notoriété de Saint-Pierre dans le monde est plus importante que la notoriété de la Martinique dans le monde. Tout à fait. À un moment donné, eh bien, la collectivité principale a une responsabilité aussi dans les comptes de Saint-Pierre, de même que l'État, ne serait-ce que pour cette raison, doit jouer sa responsabilité. Il faudrait une espèce de dotation spéciale. Oui, moi je crois qu'il faut une dotation spéciale parce qu'on ne peut pas demander au maire de Saint-Pierre d'assumer un patrimoine qui dépasse complètement le périmètre de Saint-Pierre, mais pour autant, il faut aussi rester dans les clous de bonne gestion. Voilà. On va demander à la spécialiste de l'économie de nous dire si c'est possible, à la fois évidemment d'aller vers la, comment on pourrait dire ça, j'allais prendre un mot moins politiquement correct, d'arrêter le bordel. Là, on ne parle pas de Saint-Pierre, on parle des collectivités. Et en donnant l'exemple, alors qui peut donner l'exemple? Est-ce que ce sont les entreprises privées? Parce que quand j'ai commencé à soulever, c'est pas mieux. Alors, moi, avant d'aller vers les entreprises privées, je vais faire un peu d'histoire. J'aime bien le temps long. On parle on parle de quorum aujourd'hui. Il y avait un autre dispositif, depuis tout à l'heure, je cherchais le nom, mais qui était exactement le même principe. C'est-à-dire que l'État passait un deal avec Cocarde. Voilà, exactement. Pratiquement toutes les communes avaient signé des cocardes, et puis on retrouve quasiment les mêmes encore en quorum. Donc moi, je trouve que pendant longtemps, la gestion, c'était accessoire dans les collectivités. Vous êtes sévère. Non, c'était accessoire. Et en plus, il y avait une espèce de halo. C'est-à-dire, tout le monde disait non, tout va bien, etc. Et puis, parce que je regarde les autres territoires, la Guadeloupe était sous cocarde à fond, on regardait ça avec en distance ici, en disant non, nous, ça ne nous concerne pas. Après, ils sont tous passés. Donc, ce qui veut dire que pendant longtemps, il y a eu ce laxisme. Ce laxisme ambiant. Et maintenant, parce que, quelque part, ça empêche les investissements, quoi. Les communes ne peuvent pas apporter leur part dans les fonds européens. Allons dire très clairement. Et je vais en Guadeloupe exprès. Les Guadeloupéens se sont montrés un peu plus vertueux, raisonnables. Aujourd'hui, la plupart des communes guadeloupéennes ont la capacité d'avoir des investissements en fonds européens parce qu'elles sont sorties de tous ces plans avec des... Donc, c'est possible. C'est possible. Allons dire aux téléspectateurs que la conséquence directe de ces situations, c'est que, vous n'aurez pas de fonds européens. 2, vous ne pourrez pas emprunter. Ou en tout cas, à des taux extrêmement élevés. Et c'est pour ça que certaines communes, on voit les bourses sont à l'abandon, les travaux ne se font pas. Ouais. Donc c'est pour ça que, quelque part, moi, ça me gêne beaucoup quand j'entends dire que, par exemple, c'est pour l'emploi. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé s'il y avait une stratégie en disant, oui, on vous embauche, mais il faut que vous soyez efficace, quoi. Voilà la situation. Normalement, vous ne devriez pas être là. OK, il y a un problème, on y va. Mais ça veut dire que vous faites tant de boulot, tant de travaux, tant d'espaces verts, tant de blablabla, de manière à ce que... Et puis, la gestion d'une collectivité, on ne rigole pas avec ça. Beaucoup de fonctionnaires, d'agents ne sont pas suffisamment formés. Or, les textes changent tout le temps. Il y a eu une formation récemment sur les fonds européens. Il n'y avait qu'une seule commune qui était là. On ne va pas la citer. Donc c'est pour ça que quelque part, à un moment, il faut arrêter de passer le bébé à l'autre. Il faut balayer devant la porte et se dire,
Non, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Dans les collectivités, il y a beaucoup de gens qui sont responsables de la situation. Et je trouve, et je vais jusqu'au bout, que les syndicats n'aident pas à sortir de cette situation. C'est parti. Alors, tout le monde en a pris pour son grade. En régie, on joue la provocation en disant on veut savoir quelle commune était présente. Donnez-nous les noms. Elle ne dira pas, mais en tout cas, c'est incroyable. C'était catastrophique. Alors que les fonds européens sont le centre du financement, l'État se désengage et il faut savoir aller chercher les fonds au niveau européen. Et si les agents ne sont pas formés, ça sert à quoi? Si je la laisse continuer, à mon avis, tout le monde va nous envoyer des petits mots. Allons quand même rendre un petit hommage à notre ami José Anelka qui disait « il faut arrêter de payer les gens à ne rien faire ». C'est un peu ce que vous vouliez dire. Sujet suivant. Non, je ne dis pas qu'il faut arrêter de payer les gens à ne rien faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, l'argent est rare. On vous donne un salaire, quel qu'il soit, eh bien, il faut qu'il y ait un retour en face. Et que c'est pour le commun. Ce n'est pas juste pour vous faire joli, c'est pour le commun, pour pouvoir faire que la collectivité se porte mieux. C'est tout. On a gardé le meilleur pour la fin. Évidemment, les syndicats ne vont pas aimer ça. Le président du SMTVD ne va pas aimer ça du tout. Les gens qui sont poursuivis par la justice non plus. Mais bon, ce n'est pas nous qui faisons l'actualité, c'est le SMTVD. Sujet. Nouvelle journée de tension au SMTVD. Les agents sont en grève sur plusieurs sites, dont le Robert, Sainte-Luce et Fort-de-France, pour dénoncer des problèmes de management et le non-respect de certaines obligations internes. Les grévistes reprochent à la direction de ne pas avoir organisé tous les entretiens professionnels et de bloquer les promotions. Le dialogue entre direction et syndicats est rompu. Le président du SMTVD, Belfort Birota, assure avoir multiplié les tentatives de concertation, mais dénonce des revendications qu'il juge personnelles et des attitudes parfois violentes. Il annonce donc la nomination d'un médiateur pour tenter de débloquer la situation. Pour la CGTM-SOM, la direction est la seule responsable du conflit. Les représentants syndicaux dénoncent un manque de transparence et réclament des documents précis, toujours non fournis à ce jour. Cette grève intervient alors que la Chambre régionale des comptes a alerté sur le déficit du SMTVD, estimé à 2,54 millions d'euros, et demandant des corrections pour 2025. Le président assure que certains fonds européens n'ayant pas été pris en compte remettraient l'institution à l'équilibre. Malgré les appels à la médiation, le bras de fer entre la direction et les agents du SMTVD semble bien parti pour durer. Alors je vous rappelle que ce blocage n'est pas lié aux fraudes à la carte d'essence, au non-compostage des ordures, aux infrastructures inutilisées, au détournement de fonds multiples et divers, mais, comme le reportage l'indique, à la non-prise en compte d'un certain nombre de revendications. Et puis il y a des problématiques de management. Frédéric est morte de rire. Emmanuel, vous qui êtes très très loin de ça, parce que vous habitez le Diamant, ça se passe essentiellement au Robert, mais aussi à Sainte-Luce, on l'a vu. C'est quoi le problème du SMTVD? Parce qu'on entend parler du SMTVD, vous avez vu, pratiquement chaque mois. Alors, je crois pas, il n'y a pas un problème du SMTVD, il y a des problèmes du SMTVD, comme malheureusement il y a des problèmes dans beaucoup de nos organismes de collectivités. Ça, c'est malheureusement le symptôme de ce qu'on vit dans nos outils qui ne fonctionnent pas, qui fonctionnent mal. Et cette grève n'est que l'aboutissement, la part visible, mais de problèmes de fond en réalité. Vous êtes politiquement correct parce que d'habitude, je vous entends dire, vous allez un peu plus loin en disant, dans des collectivités gérées par des Martiniquais. Ah vous non, n'avez pas osé ce soir. Non, c'est pas ce que je dis, mais je pense qu'il y a quand même des choses. Alors, je ne vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais. Vous n'en avez plus, Emmanuel. Je n'en ai plus. Donc, mais aujourd'hui, moi, je réalise que ces collectivités-là, aujourd'hui, ont des problèmes de gestion, à la fois du personnel, de gestion de ressources humaines. On vient d'en parler. On en a parlé. Et ce sont des organismes qui sont très importantes puisqu'elles doivent projeter des investissements sur le long terme. Et donc ça demande des compétences et de la vision long terme avec finalement une gouvernance qui, elle, est calée sur un rythme électoral. Et je commence à me poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une compatibilité entre cette gouvernance d'élus politiques avec cette gestion d'outils qui finalement doivent dépasser les rythmes électoraux. Ça, on pourrait vous rétorquer que quand on fait de la délégation de services publics et qu'on donne ça à des entreprises privées, on aboutit souvent à une catastrophe.
Non, mais ça, c'est quoi la solution? Non, la solution, d'abord, je pose un peu le problème, et je me dis aujourd'hui, ces investissements de long terme doivent engager des compétences qui manifestement ne sont pas réunies au sein. Donc là, il y a un problème de gestion des ressources humaines. Ouais. Il faut bien qualifier les équipes qui doivent engager des études et des process pour pouvoir bâtir les... Aujourd'hui, le SMTVD a quand même des outils qui ne sont pas en rendez-vous. On sait que les exutoires sont en fin de vie. Alors, expliquez un peu aux gens qui nous écoutent, les exutoires. Alors, que vous compreniez bien le système, il y a deux volets. Il y a le volet amont, c'est-à-dire tout ce qui est collecte, tout ce qui est tri, ça, ce sont les EPCI qui s'en occupent. Les communautés d'agglomération. Allons les citer, parce que y a des gens, les gens nous appellent après en disant « Ouais, mais vous avez un langage un peu Cap Nord, Espace Sud et CACEM. Ça, c'est pour le tri et la collecte. Et puis, vous avez en aval le traitement des déchets, avec soit mise dans ce qu'on appelle les exutoires, qui sont les décharges. Les alvéoles, ces fameux trous dans lesquels on met des déchets. Et donc, cet exutoire aujourd'hui, qui est le dernier, qui est celui de Petit Galion, est en fin de vie, et donc il faut bien se poser la question de la suite. Ça, c'est la version optimiste. Voilà. Il ne peut plus rien recevoir. Voilà, et puis, vous avez des incinérateurs. Vous avez aujourd'hui 2 incinérateurs qui, aujourd'hui, sont en saturation également. Il y a la 3e ligne qu'il faut absolument, chacun faut investir. Qu'est-ce qu'on attend pour lancer ce projet? Et ça demande des compétences. Voilà, et aujourd'hui, on est face à des difficultés techniques. J'adore Emmanuel parce qu'il pose des questions après avoir été interrogé. Et donc, il passe la balle à Olivier. Faut-il fermer le SMTVD? Non, il ne faut pas le fermer, mais il faut l'organiser et puis il faut lui donner une existence. Olivier, je vais vous donner une information fondamentale. Oui. Le préfet a pris la décision, alors on ne sait pas si elle va être exécutée, mais d'exporter les ordures martiniquaises sur le territoire national. Donc en fait, une fois qu'on fait ça, il n'y a plus de SMTVD. Oui, mais attendez. Attendez. Et donc, si vous voulez, il faut le faire exister, parce que je suis allé sur le site du SMTVD. Vous avez pris des risques? Le site Internet. Ah, d'accord. Le site Internet. Et je me suis dit, mais parce que pour arriver au site, il faut passer par une route où il y a plein de trucs. C'est quoi le SMTVD, quoi? Puis qui le dirige, voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire que le conseil d'administration ne figure pas. Non, on ne sait pas qui. Alors, encore moins l'organigramme. Il y a le nom du président, quand même. Grave. Non. Même pas. Non, j'ai trouvé un organigramme de 2017. Avec M. Sainte-Rose-Caquin. Bref. C'est plus lui. Non, on va pas vous laisser parler de M. Caquin, M. Barajou. Alors non, c'est grave parce que c'est quand même, et Emmanuel le soulevait, c'est la première structure unique de la Martinique. Et la Martinique était en avance. On nous explique que pour l'eau, il faut une structure unique. C'est pas bon, ça donne pas, ça ne génère pas de confiance. Entre l'élu et le citoyen. Vous savez que ça, c'est mon obsession. C'est-à-dire que si on veut pouvoir faire progresser la démocratie, c'est pas supprimer les élus. Il faut juste que les élus essayent de regagner la confiance des citoyens. Et ça, le SMTVD est un mauvais exemple. Et il faut vraiment qu'il se redresse. Alors, non seulement... Mais si on le supprimait... Non, mais attendez. Non seulement... Mais non, ce n'est pas la solution. Non seulement il y a des problèmes de gestion, donc de relations humaines, visiblement, donc du dialogue social inexistant, parce que si vous faites SMTVD sur Google, vous allez voir toutes les grèves qu'il y a eu, et puis ça ne touche pas que le Robert ou Sainte-Luce. Il y a Fort-de-France. Toutes les déchetteries sont fermées. Donc ça concerne tous les Martiniquais. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il est vraiment important que non seulement on apprenne aussi à gérer correctement aussi les fonds. Et on parlait donc de la Chambre régionale des comptes, et là, le SMTVD a dissimulé très clairement un déficit. Vous voyez, je ne voulais pas venir sur ça. Et qui a été révélé par la Chambre régionale des comptes. Contrairement à la ville de Saint-Pierre qui dit « je suis transparent ». Je vote. Voilà, je vote en déséquilibre. Mais là, donc, et pas un petit. Pour vous donner un exemple, en 2024, il vote un compte administratif avec 17 millions d'excédents. Et là, quand la Chambre régionale des comptes retraite, on trouve un déficit de 2,5 millions. C'est des magiciens.
Donc, ce sont des magiciens. Ce sont des magistrats compétents. On rigole là, mais c'est extrêmement grave dans un contexte où les élus demandent plus de responsabilités. Voilà. Merci Olivier. En clair, vous n'avez pas le courage de supprimer le SMTVD. Je plaisante, bien évidemment, je rassure les syndicats, je ne souhaite pas la disparition du SMTVD, mais je rappelle que quasiment toutes les communautés d'agglomération, sauf une, ont décidé de reprendre la gestion de leur déchetterie. Il faut rappeler ça. Hein. Bon, si ce n'est pas un démantèlement anticipé, je ne sais pas ce que c'est. Frédéric, je sens que ça va être méchant, donc je préfère ne pas vous poser de questions. Donc je vais répondre à la vôtre sur l'export des ordures vers des pays. Ben, ce sera bien là. On exporte normalement, quand on est normalement constitué, vers des pays, de façon occidentalisée, vers des pays plus pauvres. Ouais. Là, on va exporter vers des pays les plus riches. Donc, excusez-moi, on est plus riche. C'est une sacrée image à l'heure, tu le signalais, de l'autonomie. Enfin, de la demande de plus d'autonomie, à la demande du Congrès des élus. Alors, je fais un petit listing. J'ai envie de... J'ai regardé avec attention votre politiquement incorrect avec Justin Pamphile. Et vous avez bien évoqué le projet de troisième ligne de fond à Fort-de-France. Alors, il est refusé par les élus locaux de Fort-de-France et les riverains craignant des nuisances. Bon, donc on va exporter. On peut craindre quand même les dégagements de fumée, etc. Attendez, il faut des expertises quand même. C'est pour ça qu'on paie le SMTVD. Donc, j'ai aussi noté que le représentant de Cap Nord, pendant cette interview, quand vous lui demandez pourquoi avoir reconduit des membres déjà impliqués, pour parler de ce renouvellement, parlons d'espoir ce soir. On parle du conseil syndical du SMTVD. Absolument. Le représentant vous répond, Justin Pamphile en l'occurrence, qu'il n'a pas choisi les membres et que certains sont peut-être honnêtes. Bon. Donc, écoutez, moi j'ai envie de dire, donc, je ne suis pas là pour stigmatiser, mais à un certain moment, quand on a un détournement évoqué de 80 millions d'euros et qu'on parle d'argent public, j'ai envie de vous dire, non, il faut qu'on soit un petit peu sérieux. Donc, les déchets, l'eau, la sécurité sociale, ça fait beaucoup. Les transports. Et vous arrivez, je sais que je ne vais encore pas me faire des amis, mais j'ai l'habitude, de toute façon j'en ai Vous êtes un peu comme Emmanuel, vous n'en avez plus du tout. Invoquer un congrès des élus. Non mais soyons décents, soyons juste un petit peu sérieux. Non mais sérieusement, bientôt c'est l'éducation et la santé, mais comment voulez-vous qu'il y ait un minimum de confiance dans un climat aussi délétère, déliquescent? Merci, Francette, je reprends ton terme. Et je rajouterai toxique. Francette, vous êtes particulièrement attentive à ces sujets-là, parce que vous vous êtes déjà coltiné Madivial, dont le procès, semble-t-il, a été reporté de quelques jours. Bon, on va attendre confirmation de cette information. Je rappelle qu'il devait se tenir le 3 et le 4 novembre, et que sur les bancs du public, Francette serait là. Parce qu'elle a été... Ne me cherchez pas. Elle a été traumatisée et attaquée. Nous aussi, moi aussi, évidemment. Il fallait quand même le rappeler. Bon, le SMTVD, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très, très proche de cette espèce de, on va dire, d'absence totale de transparence sur la gestion des fonds publics. Ben, je pense qu'on est... nous sommes en train de sortir d'une période où les élus, puisque malheureusement c'est eux qui étaient à la gestion, considéraient les fonds publics un peu comme leur porte-monnaie. Et il faut saluer le travail de la Cour régionale des comptes, parce qu'à une période récente, on n'était pas au courant de tout ça. Et moi qui suis Martine-Guyane, c'est Martin Sebart, toutes les semaines, les magistrats sortent un rapport et je vous dis que quand ils demandent des documents, c'est un wagon de documents qu'ils reçoivent. Donc, on ne peut que saluer ça de manière à ce qu'aujourd'hui, c'est public. Donc, plus personne ne peut se cacher derrière son petit doigt. Et quand on voit que dans le rapport du SMTVD, vraiment, les subventions que le financeur, généralement, c'est l'AFD, l'Agence française de développement, a suspendu, il peut encore annuler, mais suspendu, c'est-à-dire qu'il ne les a pas versés. Ça concernait quoi? 2,2 millions d'euros pour l'amélioration du tri de la trompeuse. On n'a pas un petit problème de feu tout le temps à la trompeuse, là 2,3 millions d'euros pour l'extension du petit galion captage des gaz. Pareil, on a
on a un vrai sujet sur ça. C'est le fameux Lexivia. Lexivia qui est en train de... Le jus d'ordure. Le jus d'ordure qui pollue nos nappes phréatiques. 100 000 € pour modernisation du ticket encombrant la Lanceron. Ce n'est pas des conditions de travail, ça 5,7 millions d'euros de traitement de Lexivia, etc. Ce qui veut dire que l'argent pour pouvoir améliorer les conditions de travail est là. Et pourtant, et moi je dis, ce n'est pas au président de faire ça. Pour aller monter ce genre de dossier, c'est long. Généralement, c'est 2, 3 ans, 4 ans. 2, c'est avec des équipes, l'équipe de l'Agence française de développement délègue quelqu'un qui accompagne, etc., etc. À partir du moment que c'est signé, certes par le président. Après, il y a un suivi régulier pour pouvoir... Il faut de l'expertise, en fait. Non seulement de l'expertise, mais c'est pas le président, quoi. C'est les équipes qui ne sont pas formées c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Et c'est là que je considère que tout le monde est coupable là-dedans. Et quand en plus on apprend qu'il y a des détournements de 80 millions d'euros, quoi, il faut aller les récupérer. Il faut aller saisir les villas. À mon avis, il y en a qui ont déjà disparu. Non, mais parce qu'en fait, c'est aujourd'hui, je redis, des territoires des Antilles, Guyane, la Martinique était en avance sur le traitement des déchets. Tout à fait. Et là, nous, au fin fond wagon, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je salue le travail de la Cour régionale des comptes qui, aujourd'hui, met ça devant le nez de tout le monde. Et puis... Profitons-en. Profitons-en. Et il y a une deuxième chose qu'ils sont censés faire, mais qui, pour l'instant, ils ne peuvent pas le faire parce que, justement, ils sont englués là-dedans. C'est l'évaluation des politiques publiques. Ils ont la capacité de le faire. Et moi, je rêve de ça, que désormais, avant de faire des investissements qui n'ont aucun intérêt, eh bien, on va travailler avec la Cour régionale des comptes pour savoir quel est l'impact et quel est l'intérêt. Et franchement, merci, messieurs, quoi. Merci. Profitons-en pour remercier également les lanceurs d'alerte qui sont à l'intérieur de ces organismes et sans lesquels nous n'aurions pas eu ces informations. Je tiens à le faire. Oui. Très bien. Bon, on tient le timing. Félicitations. On va au plus et au moins. Et on va commencer par Frédéric. Oui. Je crois qu'il y a des images. Alors, il y a des images. Je vais rapidement parler du voyage d'intégration des Miss régionales pour Miss France, qui se fait cette année à la Martinique, il faut le dire. C'est un travail de plusieurs années pour réussir ce projet de la part du comité Miss Martinique et du CMT. Donc les retombées en images, elles sont énormes puisque l'île va bénéficier, et ce n'est pas négligeable, de plusieurs heures de passage sur des grandes chaînes en Europe. Et puis j'ai envie de vous parler de mon petit coup de cœur. Aujourd'hui, c'est que des plus, je suis positive. Chez Izia, on voyage sans valise, c'est l'atelier d'art. Je ne sais pas si la régie peut nous montrer de belles images, voilà, qui nous emmènent complètement ailleurs. Jolie bouteille. Merci pour elle. Oui, son art mêle douceur et tempérament, lumière et mouvement. Chaque œuvre respire chez elle la sincérité, sans phare ni artifice. On sent que Roselyne crée par nécessité, avec le cœur grand ouvert. Ces pièces s'intègrent naturellement à son univers et l'atelier est un écrin Comment ça s'écrit ? Vous pouvez de poésie. Vous pouvez nous épeler ? I-S-Y, en plus, oui. apostrophe A. L'atelier d'art Izia, une artiste vraie, lumineuse et essentielle. Magnifique. France 7. Alors, on reste dans la création, la créativité. J'ai une image. Voilà, Christophe Maire nous présente à Trinité une exposition remarquable. Alors, vous connaissez Christophe Maire, c'est notre plasticien, mais d'une créativité incroyable. Donc, c'est le résultat de 2 ateliers, un aux Trois-Îlets et l'autre à La Rochelle. Et là, vous voyez cette installation, il y a d'autres pièces. Et surtout, depuis mai, il fait tous les 3e vendredis. Donc c'est le prochain, c'est en fin de semaine. U-Maternité à Rivière-Pilote. C'est quelque chose, mais d'extraordinaire. C'est une rencontre artistique où il fait dialoguer toutes sortes de créations. Il est juste là avec son petit pinceau pour faire le lien entre tout ça. Et en plus, en faisant de l'improvisation, j'ai déjà assisté à 5. Et chaque fois, je trouve ça, mais... Vous nous avez effectivement fait part de votre... éblouissement. Oui, et c'est ça qui fait que je garde mon enthousiasme, quoi qu'il en soit, malgré la crise, parce que je me dis, après tout ce qu'on a parlé de là, eh bien, il y a des gens qui, malgré tout ça, créent, vont chercher
vont chercher des choses et montrent que notre pays est gorgé de talent, quoi. Emmanuel. Alors, moi, c'est un petit coup de cœur, toujours, pour ceux qui, dans l'ombre, souvent, agissent très concrètement pour notamment lutter contre nos fléaux locaux, et en particulier contre la pauvreté. Alors moi, j'ai une association que j'observe depuis quelque temps, qui est le Secours catholique. On les connaît assez peu, finalement, mais moi, je réalise que derrière cette organisation, il y a 320 bénévoles qui travaillent tous les matins, tous les midis, tous les soirs, toutes les nuits, pour apporter des aides alimentaires, pour apporter des aides d'accompagnement, pour apporter des aides au logement, des aides financières de tous ordres. Et ils font un travail de maillage qui est formidable. Et malheureusement, vous savez que le taux de pauvreté chez nous est 2 fois plus élevé qu'en France. Et que donc, ça nécessite que malgré les crises que l'on connaît, qu'on se mobilise pour aider ces populations. Et le Secours catholique, comme d'autres associations, sont en panne de financement. Et donc, aidez-les. Quand vous donnez au Secours catholique, l'argent reste en Martinique et va directement à l'aide de nos nécessiteux. Merci, Emmanuel. Olivier. Oui, alors j'ai deux plus, hein, très clairement. Alors, le premier, je ne sais pas dans quel ordre on sera, donc c'est Cali. Donc, on a parlé des talents. Alors, on a parlé de Cali, donc des talents que nous avons en Martinique. Donc, Cali, le musicien Cali fait partie de ces talents-là. Et il a un projet, donc de nouvel album. Et il demande à la population de participer. Donc, c'est un financement participatif. Et je pense qu'il faut qu'on appuie parce que c'est un patrimoine de la Martinique. Donc, en Oubaye-en-Pal, j'étais à un concert de Cali sous le Grand Cambay. Il y avait 1000 personnes. Donc, si ces 1000 personnes-là donnent 30 €, donc il boucle son plan de financement de 30 000 €. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, en Oubaye-en-Pal, et de son vivant, et pour qu'il nous fasse encore de belles créations, et on peut lui faire confiance. Voilà. Le deuxième. Et puis le deuxième, c'est une belle chanson que j'ai découverte, qui est une chanson que je qualifie de consciente. On va l'écouter. Mais ça pas facile tous les jours. Même besoin aller travailler, mais pas ni de l'eau depuis des jours. Obligé aller caille voisin long pour y bas moi un petit coup de l'eau. Why les amis, why mi pays? Tout le monde a parlé responsabilité. Yo commandé plus l'autonomie, mais yo passager ça yo jali. Ma fini douche mon gars attend bis là. C'est ça, nous sommes très bons pour ça. Voilà. Alors Olivier, ça aussi c'est un petit coup sous la ceinture. Non, pas du tout. Non, je pense que ça doit faire prendre conscience aux élus que, en fait, compte, leur comportement génère ce type de message-là. Et pas l'inverse, hein, on est bien d'accord. Voilà, et je veux dire aussi que, alors si quelqu'un connaît l'auteur... Le même message sous plein de formes différentes. Voilà, et si quelqu'un connaît l'auteur de cette composition-là, alors Emmanuel me disait que c'était sûrement une IA qui est cachée derrière, mais peut-être, hein, non, mais peut-être, mais je trouve que c'est très très à propos, et je pense que ça doit faire prendre conscience à nos élus qu'il faut réagir. Très bien. Alors, toujours avec Olivier, Mama Wanakera, c'est un spectacle théâtral. Tout à fait. Alors, le livret, il est là. Je vais le montrer. Est-ce que vous pouvez zoomer dessus? Voilà. Donc, si vous voulez des informations plus précises, le 20, le 21 et le 22 novembre 2025 à 19h30 au Théâtre Aimé Césaire, avec dans la distribution, entre autres, Olivier Jean-Marie. Moi, je ne viendrai que pour ça. Félicitations. Alors, pour éviter de me faire lyncher, je vais vous donner quand même quelques mots. J'avais promis de vous parler de l'affaire Odyssea. Bon, très rapidement. Alors, je vais vous montrer que Francette a raison. Quand des hommes politiques s'emparent d'un projet économique, c'est parfois tout et n'importe quoi. Le projet Odyssea, c'est un truc nautique, on va dire ça comme ça, soutenu par l'Union européenne. Alors, écoutez l'objectif. Emmanuel, prends des notes parce que c'est terrible. Structurer un écosystème innovant d'itinéraires nautiques, jusque-là ça va, transnationaux dans les Caraïbes, ça va, afin de favoriser le développement économique des territoires de la zone et l'internationalisation de nouveaux produits et services du tourisme côtier et maritime. Donc quand vous avez ça, vous vous dites, là, il y a un loup. Tourisme, ouais. 12 millions d'euros à terme de financement,
Heureusement, 3 millions d'euros, parce que je vous ai dit que le président de l'Espace Sud et sa directrice de cabinet ont arrêté, entre guillemets, la vagabondagerie. Le problème, c'est qu'il y a plein d'organismes martiniquais qui ont été tentés de participer ou qui ont été victimes de détournements. Alors, je voudrais les citer. Martinique Développement, ça vous dit quelque chose? Le CMT, la Ville du Marin, l'Espace Sud, évidemment, qui était chef de file. Il y a des gens qui n'ont pas du tout pris la blague. La Ville de Sinnamary, la Ville de Cayenne, mais surtout des pays. Alors, parmi les pays qui ont été arnaqués, il y en a deux, il ne faut pas arnaquer ces pays-là, la Colombie et le Mexique. Donc, eux, ils ne sont pas contents du tout. Alors, il y a eu une enquête qui a été diligentée, un audit, par la Commission interministérielle de coordination des contrôles, qui a transmis son rapport à l'OLAF, l'organisme de contrôle antifraude européen. Alors, ce n'est pas compliqué, hein. C'est extraordinaire. Conflit d'intérêts non déclaré, insuffisamment. En clair, l'entreprise privée à qui on a confié l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour faire le projet, c'est elle qui l'a obtenu finalement. C'est pas mal, hein? Ça, c'est bon. Les fonds européens détestent ça. Suspicion de fraude pour non-communication d'informations ayant pour conséquence la perception indue de fonds européens. Ça arrive à plusieurs reprises. Et puis, il y a des petits loulous, évidemment, qui sont des élus et des administratifs qui, pour que ça puisse fonctionner, ont touché. Alors, évidemment, il y a une enquête en cours, mais il semblerait que l'entreprise qui est à l'origine de ça continue à exercer ses talents. Bon, ils se sont barrés de la Martinique, évidemment, parce que ça commence à sentir chaud, mais ils sont en Guadeloupe. Les Guadeloupéens, faites attention, parce que là, il y en a vous êtes mal barrés. OK, je ne citerai pas de nom, bien évidemment, mais vous aurez compris, vous n'avez qu'à faire des petites recherches, et donc, vous allez trouver. Merci à toutes les équipes. Bon, il y en a pour 3 millions d'euros qui ont disparu, pour l'instant. Merci aux équipes, merci à nos chroniqueurs. J'aime bien l'idée que vous soyez les artificiers de temps en temps pour remettre tout ça en place. Merci à notre réalisateur et on vous dit, enfin, si vous le voulez bien, à la semaine prochaine.